monde, c'est nous. Vous faites bien d'être en direct de la télévision panafricaine, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal. Dans un instant, les titres. En Guinée équatoriale, le vice-président Théodorio Obiang menace d'expulser l'ambassadeur de France de son territoire. Le vice-président équato-guinéen d'un ton ferme a menacé de renvoyer le représentant de Paris à Malabo si jamais les agents diplomatiques de leur ambassade à l'Hexagone étaient expulsés. Les tensions diplomatiques entre les deux nations à l'origine de ce drabuge. Les précisions dans quelques instants. Alors qu'en RCA, l'opposition s'insurge contre un troisième mandat de Faustin Akonje Touadéra. Le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, encore appelé le G16, est né en Centrafrique. Il compte se mobiliser contre le projet de réforme constitutionnelle des partisans du président Faustin Akonje Touadéra qui permettrait à celui-ci de briguer un troisième mandat. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. Nous l'annoncions en titre, Guinée équatoriale. Théodoro Obiang menace donc de renvoyer l'ambassadeur de Paris dans son pays. Paris a donc franchi la ligne rouge. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang a menacé sur son compte Twitter de renvoyer l'ambassadeur français de son pays. Si Paris procède à l'expulsion de nos agents diplomatiques du bâtiment de notre ambassade, nous donnerons 24 heures à l'ambassadeur français pour quitter le territoire de la Guinée équatoriale, a-t-il écrit. La tension diplomatique remonte donc à l'année dernière, lorsqu'un tribunal français a confirmé la condamnation abusive du politicien à 3 ans de prison avec sursis et une amende de 30 millions d'euros. Il a également écrit pour avoir acquis une propriété en France avec des fonds soupçonnés de provenir des biens publics pillés. La décision de justice a donc ouvert la voie à la confiscation d'un hôtel particulier situé au cœur de la capitale française et estimé à 107 millions d'euros, abritant l'ambassade de Guinée équatoriale et biens d'État. Et donc mercredi dernier, une cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la Guinée équatoriale, ouvrant théoriquement la voie à l'expulsion de l'ambassade de l'hôtel particulier, entraînant donc la menace du vice-président sur son compte Twitter. Il a également écrit « Le processus judiciaire de Paris est déjà devenu un disque rayé. La Guinée équatoriale se réserve le droit de réciprocité. » Le tweet venant donc de son compte personnel, il n'a pas été possible de déterminer si la menace était officielle. Le ministère français des Affaires étrangères a refusé de commenter les événements. L'ambassadeur Miguel Oyono avait déjà quant à lui invité la France à éviter des conséquences diplomatiques négatives sur ce dossier qui est clairement un procès politique. Aucune base juridique n'a été évoquée au long de ces procès depuis 12 ans. Saisi par Malabo d'un procès en restitution pour son immeuble de l'avenue Fauche illégalement saisi, la cour d'appel rend donc en 3 minutes un procès d'irrecevabilité non motivé de la lecture. La comédie judiciaire continue et les juges procureurs sont les mêmes qui ont donc décidé de la saisie des biens du vice-président de Guinée équatoriale en 2018. Et voilà donc qui est dit. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang a décidé de menacer l'ambassadeur de Paris du côté de Malabo si jamais les agents diplomatiques équato-guinéens étaient expulsés de leur bâtiment du côté de la France. C'est donc une affaire à suivre, alors qu'on va mettre le cap sur le Tchad avec les négociations qui se poursuivent avant l'élection présidentielle. Les négociations donc entre le gouvernement du Tchad et les mouvements politico-militaires opposés au gouvernement de N'Djamena, entamé depuis le lundi 13 mars, on le rappelle, aurait dû s'achever ce lundi. Mais selon certaines sources gouvernementales, l'accord qui devrait permettre la participation des groupes rebelles au dialogue national inclusif pour la mise en place de nouvelles institutions connaît encore un retard. Il vise donc la fin juin. La veuve de l'un des principaux négociateurs
du gouvernement de retour à Doha depuis quelques jours pour le dernier virage des discussions avec le mouvement rebelle. On rappelle qu'il y a quelques semaines, la date du 13 juin avait été avancée pour la signature de l'accord entre les différents camps. Les groupes rebelles, 3 au total, ont transmis donc il y a un mois le projet d'accord au médiateur qui l'a transmis lui aussi à N'Djamena. Le texte propose quant à lui que les institutions en charge de la transition qui permettra la désignation d'un Premier ministre issu de l'opposition et un nouveau Parlement de 200 membres où siégeront au moins 50 représentants des politico-militaires. Et enfin, ce document stipule que les responsables des organes de transition ne seront pas candidats aux prochaines élections. Les groupes rebelles ont à leur tour reçu une synthèse prenant en compte les contre-propositions du gouvernement. Et donc, depuis dimanche dernier, la plupart des représentants de la cinquantaine des mouvements rebelles regroupés en 3 tendances qui avaient quitté Doha après l'ouverture des négociations en mars sont donc de retour. Ils auront une semaine pour examiner les contre-propositions du gouvernement. Le temps des derniers réglages, les négociateurs espèrent donc boucler le pré-dialogue de Doha à la fin de ce mois de juin. Ce processus de négociation a pour objectif, on le rappelle, d'amener ces groupes politico-militaires à participer au dialogue inclusif de N'Djamena, ceci bien sûr avant les élections présidentielles prévues du côté du Tchad. Et donc pour en discuter, on va recevoir dans ce journal Ahmad Harouna Lahri depuis le Tchad pour nous expliquer cette actualité, notamment le retard en matière de discussion entre les groupes rebelles et bien sûr les dirigeants. Donc on annonce un accord pour le 13 juin prochain. Quand sera-t-il? On aura donc les explications avec notre invité de ce soir. Il s'agit bien sûr d'Ahmad Harouna Lahri. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonjour à tous nos téléspectateurs, c'est un immense honneur pour le Tchad. Nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers aujourd'hui que les fils du Tchad se retrouvent et ils discutent de l'avenir du pays. Nous sommes tous conscients des différents défis qui attendent le nouveau régime, mais aussi tous les acteurs. Les Tchadiens aujourd'hui sont conscients que leur salut vient de leur capacité à surmonter ces obstacles. Depuis des mois, ils se retrouvent à Doha, au Qatar. Ces groupes armés et tous ceux qui ont accepté de mener ces dialogues sincères intra-tchadiens se retrouvent à Qatar pour revenir et faire le dialogue inclusif, pas pour duper, mais pour reconstruire un nouveau Tchad. Nous espérons qu'avec la proposition du médiateur, tous les deux parties vont accepter et on va revenir pour organiser le dialogue inclusif. Le gouvernement, à un moment donné, a proposé ça a failli de route, mais aussi le groupe armé ont aussi proposé leurs exigences. Mais dernièrement, nous pensons que tous les deux, ils s'entendent et nous prions Dieu, nous entendons et les Tchadiens attendent de leurs leaders qu'ils s'entendent pour revenir reconstruire le Tchad. Et donc, nous croyons que dans les 2 jours à venir, ils vont revenir à un autre dialogue et ils vont revenir avec d'autres idéaux pour permettre aux Tchadiens de reconstruire leur pays. Tous les retards dans ces négociations sont dus aux différents obstacles. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'entre ces groupes, c'était difficile de les amener sur la table de négociation. Ils ont vu certaines choses qu'ils n'ont pas pris à ces groupes armés. Le gouvernement aussi a exigé certaines choses. Donc, dernièrement, le Qatar a pris les choses en main et nous avons le médiateur, par exemple, le Mauritanien qui vient d'être désigné comme médiateur dans les crises intertchadiennes. Aujourd'hui, nous pensons que tous les 2 parties acceptent de dialoguer, acceptent de reconstruire un nouveau Tchad. Donc ce qui attend la gente aujourd'hui, c'est la conclusion de Doha. C'est l'acceptation de ces accords et permettre à nos frères de revenir pour la reconstruction du pays. Et ce que les Tchadiens attendaient, c'est la paix et surtout la paix que les Tchadiens veulent. Merci donc à vous, Ahmad Harouna Lahri, depuis
N'Djamena, avec qui nous avons parlé de cette actualité concernant les négociations entre les groupes rebelles et les dirigeants du Tchad quant à la tenue véritable et officielle du grand dialogue inclusif. Pour l'instant, le pré-dialogue se poursuit du côté de Doha et un accord est donc annoncé pour le 13 juin prochain. On va poursuivre, cette fois on va aller du côté de la République centrafricaine. On reste bien sûr en Afrique centrale avec des turbulences autour du troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Il y a donc un nouveau groupe, le G16. Entendez par là le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, qui est donc né, nous l'annoncions en titre, et ce groupe compte se mobiliser contre le projet de réforme constitutionnelle des partisans du président Faustin Archange Touadéra, qui permettrait donc à celui-ci de briser un troisième mandat. Il pleure donc l'asphyxie budgétaire, la cherté de la vie, la résurgence des groupes armés. Et donc pour le G16, le gouvernement devrait avoir d'autres priorités qu'une réforme jugée chrysogène. Ce sont des priorités auxquelles le gouvernement doit s'attaquer plutôt que de s'attaquer à la question de la modification de la Constitution que, in fine, ne changera rien au quotidien auquel fait face la population, a donc expliqué le porte-parole du G16. Il s'agit d'un journaliste, Ben William Gassin. Et donc le G16 reconnaît tout de même la légitimité du président Faustin Archange Touadéra, et c'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. On croit certes dernier, cette réforme est une inspiration malencontreuse de certains proches du pouvoir, je crois, qui ont certaines choses à se reprocher, qui veulent pousser le chef de l'État à la faute. Nous appelons à ce que le chef de l'État fasse preuve de sagesse, qu'il ne cède pas au chantage de ces aventuriers politiques qui l'entourent. Dans ce contexte, les fondateurs du G16 s'inquiètent de l'omniprésence et de la virulence d'organisations proches des autorités dans l'espace du public. Il est hors de question que ces faucons confisquent la parole politique. Pour que la démocratie respire, il faut que toutes les voix soient présentes. Et le G16, on le rappelle, compte rester à l'écart des acteurs politiques, mais envisage un rassemblement plus large et faire barrage au projet de réforme constitutionnelle. On reste sur cette actualité pour recevoir dans ce journal le deuxième invité. C'est une dame, il s'agit bien sûr de Marie Poto Ramadan, que nous allons avoir donc en direct de la République centrafricaine pour parler de ce projet de réforme constitutionnelle qui n'est pas vu d'un bon œil par l'opposition, qui s'est donc constituée on va dire en coalition, le G16 pour dire non à un troisième mandat de Faustin Archange Touadéra. On va dire que c'est une opinion que ne partage pas certainement Marie Poto Ramadan, n'est-ce pas madame? Bonsoir à vous tout d'abord. Bonsoir madame, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir au monde entier, puisqu'Afrique Média est suivi au-delà de l'Afrique. La question par rapport à la modification de la Constitution, c'est bien ça? Bien sûr, par rapport à la crise dont parle la nouvelle coalition qui constitue l'opposition tchadienne, qui s'insurge contre le troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. D'accord, merci beaucoup. Bon, déjà, je voudrais dire aux gens que nous sortons à peine des élections. Moi-même qui ai fait plus d'une heure de queue sous la pluie pour pouvoir aller voter, je m'en souviens encore. Donc, il n'est pas question de penser pour l'instant à des éventuelles élections ou à un troisième mandat. La fameuse constitution dont tout le monde se réclame est du 30 mars 2016, c'est-à-dire faite par Mme Catherine Samapanza, qui était la chef d'État de la transition. C'est-à-dire avant cette constitution-là, il y avait plusieurs constitutions qui ont été supprimées, effacées, tripatouillées ou modifiées. Donc, je n'ai pas encore entendu le président Faustin Archange Touadéra parler de la modification de la Constitution. Mais c'est une opposition très, très, très agitée qui a peur et qui en parle. Et nous savons très bien que l'opposition ne compte même pas d'ici 4 ans aller aux élections. Tout ce qu'elle cherche, c'est de prendre le pouvoir d'ici aujourd'hui, demain ou après-demain par la force des armes. Et depuis que le président a été réélu récemment, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Donc, une opposition du nom de G16, regardez-moi un nom d'esclave comme ça. Ça nous fait rappeler un je ne sais pas quoi là-bas dans le désert du Sahara ou de je ne sais quoi.
Le président Touadéra ne pense même pas modifier la constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Il ne serait pas, c'est-à-dire que ce serait violer cette fameuse constitution en question. Mais si demain, il faudrait modifier cette constitution faite sur la base de la transition, c'est-à-dire qu'il y aurait une nouvelle constitution qui permettra au président Touadéra de briguer un premier mandat dans la nouvelle république qui sera mise en place et non un troisième mandat. Il y a beaucoup de défauts dans cette constitution. Il n'y a pas que ces fameux articles dont il parle là qui doivent être modifiés. Beaucoup se plaignent même du prix de la caution qui serait très élevé pour les présidents tout comme pour les députés. Beaucoup se plaignent même de l'âge qui permet à un candidat d'être éligible. Il y a plein de choses à modifier. Et si on n'avait pas été aux élections récemment, à 1 ou 2 jours près, le président actuel aurait cédé sa place peut-être à un opposant qui aurait dirigé la transition pendant 1 an ou 2 et organisé de nouvelles élections. Et nous savons que si un opposant avait pris la tête de la transition, le président Touadéra serait déjà à l'heure actuelle peut-être en exil ou mort. On n'a qu'à demander à Dako, qui a passé la main à Kolimba juste pour un temps, afin de rétablir l'ordre. Est-ce que Kolimba lui a avec Marie Poto Ramadan. Mais on va vous poser une question, Marie Poto Ramadan. Si la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour, pourquoi le G16 a décidé de rouvrir ce dossier concernant le troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra, le futur troisième mandat, si c'est vrai, bien sûr. Pour moi, ils veulent distraire le peuple. Ils veulent distraire le peuple parce qu'ils ne savent plus comment faire. Mais bon, après, si l'opposition fait vivre la démocratie ou bien pousse les gens à prendre la parole et puis à parler, ils sont en droit. Ils sont en droit. C'est une constitution qui a été faite sur des textes français. Apparemment, c'est à l'occidental. En fait, elle ne reflète pas la réalité que nous vivons. Et dire que ce ne serait pas normal de modifier la constitution parce que le gouvernement a mieux à faire. Le gouvernement a mieux à faire, mais l'Assemblée est là pour réviser les lois. Tout comme d'autres disent que pourquoi le Bitcoin, ça ne sert à rien, on a d'autres priorités, il nous faut l'eau, il nous faut l'électricité, il nous faut des routes. Mais ils oublient, ils sont tellement limités intellectuellement qu'ils oublient que le Bitcoin peut nous amener à gagner des marchés pour les routes, pour l'électricité et pour le courant. Donc l'Assemblée, les députés sont là pour réviser les lois, pour réviser la Constitution. Et je vois pourquoi ils disent que le président serait mal entouré et comme c'était sous tutelle, non. L'opposition n'a rien à faire que de créer ce genre pour en fait, c'est-à-dire c'est de la distraction. Et s'ils ont été payés pour le faire, madame, évidemment, ils ne peuvent que faire leur job. Pour moi, c'est faire leur job, c'est qu'ils le font mal. Il n'y a pas de souci. Le pays est en guerre. Le président l'a dit, je crois qu'il y a bientôt 2 ans. Donc, si nous devons réviser la Constitution pour le bien de la RCA, elle sera révisée sans problème. Tout comme qu'ils arrêtent de penser à une prochaine guerre, à une prochaine rébellion et à déranger le peuple qui, pour l'instant, vit en paix. Dans ce cas, il faut aussi respecter cette fameuse Constitution, c'est-à-dire qui n'autorise pas un candidat qui a été rebelle de se représenter. Mais récemment, Bozizé, malgré tout cela, était candidat. L'opposition en question ne s'est pas levée pour dire Bozizé n'y a pas droit en tant que rebelle. Non, au contraire, ils l'ont accompagné, ils ont même fait des accords avec lui jusqu'à lui donner plusieurs millions dans le fin fond de la province. Donc, ils ne viennent pas nous déranger. G16 demain, G17, G18, G20, c'est leur problème. Ils peuvent sortir dans la rue, faire des barrages, gréver, qu'ils le fassent dans les normes. Mais pas qu'ils essaient de casser ce que le président Touadéra a essayé de bâtir pendant plusieurs années. Qu'ils essaient de casser, faudrait tout simplement les choper et leur casser un bras, un pied, afin qu'ils comprennent que leur démocratie, là, c'est en Europe, hein, c'est pas là-bas. Le pays est en guerre, nous souffrons, et le président se casse la tête matin, midi et soir, tous les jours, afin de remettre le pays sur les pieds. Donc, il n'ira pas briguer un troisième mandat, mais si la Constitution est révisée et qu'elle est modifiée, il va devoir briguer un nouveau mandat, un premier mandat de la nouvelle République en place. Après, c'est lui qui décide. Soit il se retire, soit il brigue un premier mandat, et nous, peuple, nous déciderons de le voter ou pas. Donc, Afrique Média, le monde, c'est nous, il n'y a personne en face. Merci donc à vous, Marie Poto Ramadan. On rappelle que le G16 n'a pas décliné la légitimité du président Faustin Archange Touadéra. Ils ont pu juste décider de mettre en place
ou alors de lever le bouclier sur le troisième mandat, notamment la révision constitutionnelle qui pour vous n'est pas à l'ordre du jour. Merci donc à vous, chère madame. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. On va aller à présent du côté de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire pour parler du groupe parlementaire de l'opposition ivoirienne qui a décidé d'apporter son soutien à la candidature d'Adama Bictogo, candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. Les députés ont donc été appelés à élire le successeur d'Amadou Soumaoro, défunt président de l'Assemblée nationale ivoirienne, décédé il y a de cela quelques semaines de suite de maladie. Adama Bictogo, cadre du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a été donc élu président de l'Assemblée nationale avec le soutien des députés de la majorité et de l'opposition, un mois après le décès de son prédécesseur Amadou Soumaoro Bictogo. On le rappelle, 59 ans, a largement battu son adversaire, le député Jean-Michel Amankou, 237 voix contre 6, 3 votes blancs et 2 bulletins nuls ont également été enregistrés. Le rassemblement et le consensus que nous avons appelé de tous nos voeux sont devenus une réalité à travers cette élection. Notre fraternité, solidarité, engagement pour l'intérêt général ont transcendé nos sensibilités politiques, a donc lancé Bictogo après son élection. Ce dernier bénéficiait déjà du soutien du rassemblement des oufouettistes pour la paix, le RHDP, majoritaire à l'Assemblée, a bénéficié également mardi du ralliement des principaux partis d'opposition, y compris le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDCI, dont est pourtant issu son rival Jean-Michel Amankou. Dans une déclaration lue à la tribune avant le vote, les groupes parlementaires d'opposition au Parlement, le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo ont ainsi appelé leurs députés à voter pour Bictogo. Nous voulons donner notre part de signal à notre pays pour que le processus de réconciliation tant espéré par tous devienne enfin une réalité, a indiqué la déclaration. Nous ne sommes pas dans un contexte de conflit permanent. Il y a des domaines dans lesquels les rapprochements sont possibles, pouvait-on entendre. Et donc, on va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal notre invité pour parler de ce sujet concernant la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Sylvain Debogou qui va mieux nous étayer sur la position de l'opposition en ce qui concerne l'élection du président de l'Assemblée générale, de l'Assemblée, oui, c'est ça, du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, Sylvain Debogou. Alors, pouvez-nous donner votre point de vue, alors faire votre analyse en ce qui concerne la position de l'opposition quant à l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi ont-ils voté ou alors appelé à voter pour M. Bictogo? Madame, bonsoir, bonsoir l'Afrique. En tout cas, je suis très heureux d'être de retour avec vous, la grande télévision panafricaine. Une fois de plus, merci. En tout cas, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce vote qui a eu lieu tout dernièrement, est vraiment regrettable parce que nous reculons en Côte d'Ivoire. C'est un recul dans le multiple par rapport au multipartisme et la démocratie. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le retour du parti unique. Voilà, nous sommes dans une situation de syndrome de Stockholm où la violée tombe amoureuse du violeur. Alors, voici le PPACI, dirigé par le président Laurent Gbagbo, qui, ma foi, avait forcé le PDCI en son temps, le PDCI du feu Félix Houphouët-Boigny, pour obtenir le multipartisme. Et aujourd'hui, nous retournons à la case de départ. Alors, on peut dire tout ça, comme on le dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout ça pour ça. Voilà, il y a eu des morts et tout ça pour ça. Qu'est-ce que l'opposition aujourd'hui qui soutient Bictogo, qui à la conférence, du moins au congrès même du PPACI, avait déjà donné les signaux en disant que son parti allait travailler avec le PPACI. Voilà le travail que l'opposition anti-griffe fait aujourd'hui avec le parti au pouvoir que nous avons toujours critiqué, ce parti sanguinaire, ce parti qui a mis
en tout cas, qui a envoyé en exil le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Vous comprenez? Et depuis là, après leur acquittement, personne n'est encore jugé par rapport aux crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Personne n'est reconnu encore coupable. Si le président Gbagbo qui était au pouvoir n'a pas commis les crimes, alors qui les a commis? C'est ça la question. Il y a des questions essentielles. Et aujourd'hui, ceux qui se réclament de l'opposition, le PDCI, le PPACI et Mabri Touakeus, ceux-là, pour nous, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. C'est la haute trahison. Ils seront jugés au moment venu pour haute trahison par le peuple ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien qui souffre pour joindre le debout est laissé pour compte. Et le peuple ivoirien est un orphelin. Et les politiciens que nous avons en Côte d'Ivoire, les leaders de second degré que nous avons en Côte d'Ivoire, qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus d'idées, aujourd'hui marchent sur, en tout cas, le desiderata de la population ivoirienne au nom de leur petite monnaie, bien ce qu'on leur donne comme argent derrière la porte pour, en tout cas, dire qu'ils soutiennent Big Togo. Madame, je vous dis, c'est une honte surtout pour le président Laurent Gbagbo, qui a été le leader de l'opposition en son temps. Cette opposition que nous avons supportée avec toute notre jeunesse, avec toute notre énergie. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, nous prouve qu'il n'a plus rien à donner à la Côte d'Ivoire. Il n'a plus rien à donner à la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'Henri Konan Bédié, parce que Henri Konan Bédié, c'était le parti, le PDCI-RDA, auquel le FPI s'est opposé, auquel Bernard Zadie-Zarou et autres se sont opposés. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui était rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire du monde entier, par la grande porte, sorte de cette histoire par une porte vraiment cachée, une porte sombre, une porte qui va le faire oublier demain. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne contrôle même pas le PPACI. Le PPACI, c'est un groupe de... Il y a des rebelles comme les Stéphane Kipré, pour lequel on traite ce parti. Ce Stéphane Kipré, c'est un rebelle qui a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002. Alors celui-là, on ne va pas aussi le juger. Voici des arrangements qui n'arrangent pas vraiment la population ivoirienne. Et tous ceux qui ont été assassinés crapuleusement, aujourd'hui, on peut dire le PPACI, tout le PDCI qui a été accusé dans le temps comme quoi Ali Konan Bédié a donné 4 milliards pour soutenir la rébellion. Aujourd'hui, on comprend que tous ces Ivoiriens sont morts. En 2021, la dernière mascarade appelée élection présidentielle, on a vu ce jeune innocent, ce jeune dont la tête a servi à un ballon de football. Et aujourd'hui, aucune personne n'a été arrêtée, aucune personne n'a été accusée, alors que ces gens ont clairement tué pour que Alassane fasse le 3e mandat et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans l'impasse. Alors, Sylvain Debogou, ça signifie que vous ne partagez pas le point de vue de l'opposition, affirmant que c'est un signal de départ pour le processus de réconciliation, notamment du PPA-CI, de Laurent Gbagbo. Il y a des déclarations telles que nous ne sommes pas dans un contexte de conflit permanent. Il y a des domaines dans lesquels des rapprochements sont possibles, ont-ils affirmé, pour justifier on va dire, leur choix par rapport à M. Big Togo. Non, nous ne sommes pas d'accord du tout. Il aurait fallu qu'on s'abstienne dans ces élections. Nous disons qu'au congrès du PPACI, où Big Togo a été accueilli en pompe sur un tapis rouge, il a annoncé qu'ils vont travailler ensemble. Ça, le peuple devait déjà comprendre que les dés étaient déjà pipés depuis le départ. Le PPACI, ce n'est plus un parti. Le PPACI, ce sont des nominations sans base, des nominations vides. Alors, ce que le PPACI, le PDCI et ses partis viennent de faire, nous retournons au parti unique. Alors, nous disons au peuple ivoirien de vaquer à ses préoccupations, parce que ces pseudo-leaders ne sont pas des leaders, ce sont des vendeurs d'arachides qui vont prendre de l'argent avec Dramane Ouattara pour organiser leur congrès et demain qui dribblent ou bien qui vraiment mentent au peuple ivoirien. Ça, ce sont les mots qu'il faut leur dire, quelle que soit leur colère. Aujourd'hui,
le président Gbagbo, je le dis haut et fort, n'a plus rien, avec ce geste-là, n'a plus rien à offrir à la Côte d'Ivoire. Et surtout, lorsqu'on regarde, depuis son retour, on voit, c'est toute une suite de calamités à laquelle on assiste aujourd'hui. Qu'est-ce que Dramane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire dans cette négociation? Il y a eu plusieurs négociations, il y a eu des enquêtes, il y a eu des commissions, CDVR, où sont les résultats? Il y a eu des négociations pour le dialogue politique, où sont les résultats? Qu'est-ce qu'on voit? La Côte d'Ivoire est vraiment prise entre les chaînes il faut le dire, entre les chaînes des Burkinabés. Celui qui vient d'être élu, Big Togo, à l'Assemblée nationale, c'est un Mossi. Le ministre de la Défense qu'on appelle photocopie, c'est un Mossi. Dramane Ouattara, c'est un Mossi. La Côte d'Ivoire, comme Dramane Ouattara l'a toujours voulu, en disant qu'avant les indépendances, le Soudan, c'était depuis la lagune Ébriée jusqu'au-delà, à la frontière nord du Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara est en train de réaliser son rêve. Et c'est ce à quoi les Ivoiriens en qui nous avons placé notre confiance, Laurent Gbagbo, Bédi et Mabry Touakos, c'est en cela ils ont été complices d'Alassane Dramane Ouattara pour trahir tout le peuple au nom de leur ventre, au nom de leur politique de ventre qu'ils en tout cas organisent entre eux. Un verre d'eau. Merci, cher monsieur, pour votre analyse concernant cette actualité sur l'élection du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'agit bien sûr de monsieur Big Togo qui a été plébiscité par la majeure partie de l'opposition, 237 voix contre 6. Même le PPA-CI de Laurent Gbagbo a voté pour le parti au pouvoir, tout comme le rassemblement des oufouettistes de Côte d'Ivoire. Ces partis de l'opposition qui ont donc décidé de s'allier derrière Big Togo qui a été élu donc il y a quelques temps président de l'Assemblée nationale du côté de la Côte d'Ivoire. Direction le conflit ukraino-russe, pour dire qu'Amnesty International a décidé d'accuser la Russie de crimes de guerre. C'est donc une situation extrêmement difficile à Severodonetsk. Amnesty International qui accuse la Russie de crimes de guerre, selon le gouverneur de la région de Lugansk. Kiev craint que Moscou engage dès ce lundi ou mardi toutes ses réserves pour prendre la ville stratégique du Donbass dans l'est du pays. Et donc ce matin, l'armée ukrainienne a annoncé avoir abandonné le centre de Severodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe contre le chef, contre cette ville clé de l'est de l'Ukraine que les deux belligérants se disputent depuis des semaines. Moscou a donc affirmé dimanche avoir détruit un grand entrepôt d'armes fourni par les Occidentaux dans l'ouest de l'Ukraine, alors que les combats s'intensifient dans l'est. La situation à Severodonetsk, à l'est de l'Ukraine, est extrêmement difficile, a reconnu le gouverneur ukrainien de la région, Sergueï Gaïdaï. L'ennemi veut complètement isoler Severodonetsk en empêchant tout passage d'hommes ou de munitions, disant craindre qu'il lance toutes ses réserves pour prendre la ville dans les 48 heures. On rappelle que la Russie a engrangé 93 milliards d'euros de revenus tirés de l'exportation d'énergie fossile durant les 100 premiers jours de sa guerre contre l'Ukraine, dont une majorité vers l'Union européenne, selon le rapport d'un centre de recherche indépendant publié lundi et qui épingle particulièrement la France. Cette publication du Centre for Research on Energy on Clean Air, basé en Finlande, survient alors que l'Ukraine presse les Occidentaux de rompre tout commerce avec la Russie pour cesser d'alimenter le trésor de guerre du Kremlin. L'Union européenne a récemment décidé d'un embargo progressif avec des exceptions sur ses importations de pétrole. Le gaz russe, dont elle est très dépendante, n'est pour l'instant pas concernée. Allez, direction l'invité pour retrouver l'un de nos invités. Bien sûr, il s'agit de Gamal Abina, internationaliste, pour parler de cette actualité concernant Amnesty International qui a donc décidé d'accuser, qui accuse, c'est mieux de conjuguer au présent, donc la Russie de crimes de guerre. Alors Gamal Abina, après la menace d'embargo qui pour l'instant menace à être mise à exécution ou alors à être mise
complètement à exécution. Voilà qu'aujourd'hui, Amnesty International décide d'accuser Moscou de crimes de guerre. Quelle analyse faites-vous au moment où les deux pays, notamment la Russie et l'Ukraine, sont en conflit du côté de l'Est et de l'Ouest de l'Ukraine, Gamal Abina? Simplement, c'est qu'après avoir joué la carte de la menace d'un embargo total, un embargo partiel, puis un embargo sur le pétrole et le gaz, et puis un embargo sur le blocus littéralement qu'ils ont essayé de créer contre les Russes par rapport à cette guerre en Ukraine, qui d'ailleurs étonnamment est une guerre qui semble les intéresser plus que ce qui s'est passé auparavant en Tchétchénie ou encore au Karabakh ou encore contre l'Arménie, il y a eu beaucoup de tensions aux frontières de la Russie, sur l'Est extrême. Mais là, on se rapproche de l'Europe, effectivement, c'est frontalier de l'Europe occidentale. Et donc, ils ont eu tendance à vouloir faire beaucoup d'actions parce qu'ils ont poussé un président à la faute, lui faisant croire qu'ils allaient le soutenir. Et aujourd'hui, une fois qu'ils ont fait toute cette série de sanctions qui ne portent pas leurs fruits, qui n'ont pas beaucoup d'impact sur l'économie russe, bien au contraire, puisque le rouble s'est redressé, que les Russes ont trouvé une sortie en ce qui concerne le commerce du côté de l'Est, encore une fois, la Chine et tous les pays qui n'ont pas suivi les 20% de l'humanité, du moins, des États de l'humanité qui sanctionnent la Russie, eh bien, on arrive à parler maintenant de crimes de guerre, on arrive à parler d'Amnesty International, cette organisation qui a été créée en Angleterre et qui était destinée au départ à dénoncer, Amnesty, c'est Amnesty, donc à dénoncer les gens qui étaient emprisonnés injustement, qui défendent les droits de l'homme, bref, c'est tout un tas de pays qui ont adhéré un petit peu aux clauses d'Amnesty International, mais en même temps, cette même Amnesty International était bien muette pendant la guerre d'Irak, on n'entendait pas beaucoup et on ne réclamait pas de sanctions ni de poursuites pénales contre le président américain les présidents, puisque c'était père Bush et fils américains qui ont été assassinés des centaines de milliers de personnes pour des motifs qui étaient faux, évidemment. Eh bien, ils nous sortent la carte d'Amnesty International contre la Russie. Alors, c'est bonne guerre, c'est logique, puisque toutes les sanctions n'ont pas abouti, parce qu'ils se rendent bien compte que leur propagande voulant faire croire que l'Ukraine était en mesure de résister à l'ordre russe n'a pas fonctionné. Il ne leur reste plus que la propagande du principe des droits de l'homme. Alors évidemment, il y a toujours dans les guerres des massacres, toujours des gens qui meurent, mais ce que reproche Amnesty International à l'armée russe, à Kharkiv en particulier, c'est d'avoir pris le territoire, d'avoir pris la ville, d'avoir attaqué la ville en attaquant de façon indistincte les militaires évidemment, mais aussi les civils, en expliquant qu'ils utilisaient des armes interdites, qui sont les armes à sous-munitions, j'ai traduit, ce sont donc des bombes qui portent en elles-mêmes des petites bombes antipersonnelles et qui ont des conséquences lourdes puisqu'elles peuvent durer pendant 20-30 ans. Ces mêmes armes qui avaient été utilisées par les Américains en Afghanistan à l'envi, sans jamais qu'il y ait eu de condamnation à cause des interdites. Ces mêmes armes qui avaient été utilisées évidemment en Angola, on se souvient de la guerre d'Angola, où le pays a subi 10 millions de mines antipersonnelles. Ces mêmes armes qui ont pollué une partie de la Syrie, qui ont pollué le Sud-Liban quand Israël va bombarder le Sud-Liban. Eh bien, ces armes-là, semble-t-il, sont plus sales entre les mains des Russes qu'entre les mains des Occidentaux. Donc, la question qui reste à poser aujourd'hui, c'est pourquoi dénoncer dans une guerre qui, comme toutes les guerres, est une sale guerre, il n'y a aucun problème là-dessus, pourquoi dénoncer de façon unilatérale les Russes quand cette même Amnesty International dénoncer très faiblement du bout des lèvres les crimes américains perpétrés durant les 30 années où les États-Unis ont fait la fête dans le monde, où ils se sont autorisés à frapper où ils voulaient, quand ils voulaient, et aujourd'hui où ils continuent à assassiner des gens avec leurs drones qui ne leur coûtent évidemment pas d'hommes et qui assassinent des familles, par exemple, du côté de Peshawar, du côté de l'Est de l'Afghanistan, et particulièrement, il y a des familles entières qui ont été tuées par des drones armés de missiles au Pakistan, par exemple. Donc là, l'Amnesty International semble beaucoup moins prompte à condamner. Et l'autre condamnation qui devrait être faite, c'est pourquoi est-ce que les combattants ukrainiens, l'armée ukrainienne, a tendance à se replier dans les villes plutôt que d'affronter directement la Russie? On connaît la réponse. Le rapport de force étant disproportionné, ils décident de se cacher dans les villes pour résister au mieux qu'ils peuvent, même si toutes les villes tombent une à une. Alors, Gamal Abina, c'est quand même curieux quand on regarde les chiffres en cette situation de guerre, surtout vu la position des Occidentaux par rapport à la Russie. La Russie qui a tout de même réussi à engranger 93 milliards d'euros de revenus tirés de l'exportation d'énergie fossile durant les 100 premiers jours de sa guerre contre l'Ukraine, dont une majorité vers l'Union
européenne. Alors comment est-ce que vous analysez ça quand on sait que l'Union européenne a décidé d'isoler ou alors de ne plus exporter voilà, les denrées russes depuis que Vladimir Poutine a décidé que tout serait désormais payé en roubles. Donc avec cette menace d'embargo, comment comprendre qu'il y a une croissance au niveau de l'exportation du gaz russe malgré les menaces qui viennent d'ici et là contre Moscou? Bien, les menaces sont, comme vous le dites, des menaces. Elles ne sont pas mises à exécution. Les rares sanctions contre les Russes, ça a été surtout d'isoler le ciel aérien, d'empêcher les avions russes d'arriver, de les expulser des différentes rencontres internationales sportives. La dernière en date, c'était celle qui devait se dérouler pour la finale européenne à Saint-Pétersbourg et qui s'est finalement déroulée à Paris dans les conditions qu'on connaît. Difficile, il y a eu des problèmes parce que Paris n'était pas prête à recevoir une telle rencontre. Donc les seules menaces qu'ils ont eues, c'est des menaces purement symboliques. Dans les faits, les Russes profitent à plein régime de ce train de sanctions. C'est des trains de sanctions, c'est même pas vraiment de vraies sanctions, puisqu'ils y vont graduellement. Parce qu'évidemment, cette sanction est à double tranchant. Quand vous empêchez un pays qui exporte 30 à 40% des besoins alimentaires mondiaux, je parle du blé et surtout de l'énergie, gaz, pétrole, charbon, et bien quand vous empêchez ce pays-là d'exporter 30%, vous retirez d'un marché mondial qui est déjà saturé, c'est-à-dire qu'il y a une demande très importante croissante avec une offre qui se réduit, vous retirez d'un marché mondial une part très importante, un baril sur 3 et des quantités de gaz faramineuses, qui fait que, avec la raréfaction, le principe du capitalisme absolu, c'est l'offre et la demande. Plus il y a d'offres, moins c'est cher, moins il y a d'offres, ou plus on en trouve difficilement, en l'occurrence du gaz et pétrole, plus les prix augmentent. Donc ils ont réduit largement et drastiquement l'exportation, mais ils n'ont pas annulé. L'exportation continue en Europe de gaz et de pétrole, mais ce qui est favorable aux Russes, c'est que moins il y en a sur le marché, plus c'est cher, ce qui fait qu'en vérité, mécaniquement, ils en exportent moins, mais le prix du pétrole ayant dépassé les $125 la semaine dernière, le gaz ayant été multiplié quasiment par 10, on a une explosion des cours qui fait qu'il y a une explosion des revenus. Donc les pays qui produisent du pétrole et du gaz se frottent les mains. Les Russes n'ont aucun problème sur un plan économique, puisque le rouble est cher aujourd'hui grâce à ça, grâce à ce fameux pari extraordinaire, il faut lui reconnaître. On peut donner beaucoup de défauts à Poutine, il en a, mais sur le plan stratégique, c'était vraiment très, très finement réfléchi. Il a imposé, puisqu'on lui a volé ces 300 milliards en Europe qui sont gelés, il a imposé le paiement en rouble et il a donc fait du rouble une monnaie qui devient incontournable. Et ça, c'est un coup de maître parce que ça oblige les Occidentaux à payer le rouble, soit avec de l'or, soit avec de l'euro ou du dollar, mais ils sont obligés de transférer les capitaux pour avoir une monnaie qui ne valait rien encore avant le conflit. Donc aujourd'hui, la Russie s'apprête quasiment à remporter toutes les victoires. Mais la plus grande des victoires, en vérité, c'est d'avoir déplacé le curseur du dollar vers l'Est et faire en sorte que les monnaies comme le rouble, le yuan et d'autres monnaies, même le roupie indien, deviennent des monnaies de référence parce qu'ils sont les pays producteurs de richesses manufacturières, des richesses évidemment agricoles et puis des richesses, il va de soi, gazières, pétrolières. Bref, c'est des pays qui sont en train d'entamer littéralement la nouvelle phase mondiale, la nouvelle phase économique du monde. C'est des pays qui deviennent importants et qui deviennent incontournables. Les fameux BRICS font partie de l'équation. On s'attend vraiment à un déport de l'importance de l'économie et surtout de la cotation de l'économie à l'Est, puisque cette fois-ci, ce ne sont plus les Américains qui font la loi sur le marché du pétrole, ce sont les Russes qui l'ont imposé par un embargo voulu par les Américains qui s'est retourné contre leurs propres initiateurs. Donc l'erreur stratégique, ça a été de vouloir attaquer la Russie en imaginant que c'était un petit pays. La Russie est le plus grand pays au monde en superficie, la plus grande puissance militaire, ça c'est indiscutable, mais surtout a noué des alliances considérables durant les 20 dernières années avec des pays avec lesquels elle ne s'entendait pas nécessairement, comme la Chine. Aujourd'hui, la Russie est en mesure de répondre assez facilement aux sanctions, ces sanctions qui se retournent littéralement contre leurs initiateurs, puisque je tiens à le rappeler, nous sommes en Europe. Il y a une moyenne actuellement d'inflation, d'augmentation des prix de 5% qui va de plus en plus s'aggraver, puisqu'avec l'arrivée de l'hiver, évidemment, si on n'a pas de gaz russe et de pétrole russe, sachant qu'aux États-Unis, dans le Texas, une usine de liquéfaction de gaz vient de brûler, donc il faut minimum 3 semaines pour la réparer, et bien on se retrouvera dans une situation de danger économique, parce que ce qui transporte les denrées alimentaires, en dehors du fait qu'il y en a moins, c'est surtout le gaz et le pétrole. Et le gaz et le pétrole, eh bien, quand il n'y en a pas, ça coûte de plus en plus cher, et donc les prix de la nourriture et du matériau en général vont augmenter sur les marchés parce que le transport va augmenter. Ça a des conséquences très lourdes qui vont transformer la face du monde, et la Russie est en vérité la grande gagnante au niveau de la guerre, c'est une évidence, mais surtout au niveau de l'économie. C'est elle qui tire ses mains du feu.
monsieur, pour ces explications. Rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de dire à nos téléspectateurs que c'est terminé pour cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de rester à l'écoute des programmes de la télévision panafricaine. Agréable fin de soirée à toutes et à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.